Je présente dans ce qui suit la reconstitution du déroulement de cette formation avec quelques interactions de ses participants. Il s'agit d'un atelier auquel se sont inscrits une quarantaine d'enseignantes et d'enseignants. Le temps alloué était de 2 heures. On a demandé aux participants de disposer d'un laptop ou d'un cellulaire. Et le contenu était relativement intense, mais malgré la limite du temps, on a tenu à prévoir quelques activités pour favoriser les interactions et l'orientation des discussions et des interventions. Bonjour et merci de participer à cet atelier qui porte le titre d'apprentissage multimodal mobile. L'acronyme, ça va être AMM. Alors c'est une description ou c'est un titre pour décrire un mode d'apprentissage qui est imprégné ou qui part sur la base de la classe inversée qu'on a enrichie. Et donc on prend le profil de cette base-là pour développer cette approche-là. Alors encore une fois, merci d'être parmi les participants à cet atelier. Je vais commencer dans un premier temps par me présenter rapidement. Moi, je suis Adi Miri, je suis conseiller en technopédagogie ici. J'ai participé à différents projets, j'en citerai là le projet de laboratoire à distance avec l'ETS, avec 3 cégep et les TELUC, le projet AMM, qu'on va décrire aujourd'hui, discuter avec le QTR et l'UQAM. J'ai travaillé aussi en conséance avec le CETIC, le Conseil des technologies d'information et de communication, l'ISM et la CSD, le conseil aussi scolaire de télédraveurs. Dans une autre vie, maintenant j'ai été professeur des universités en Tunisie. Et j'ai été donc à l'université tunisienne, mais j'ai connu des passages à l'université Hambourg en Allemagne et de Strasbourg en France. Alors là, je me suis présenté, mais j'aurais aimé vous demander de vous présenter individuellement, mais le temps est très court. Je vais par contre vous demander de vous présenter sous une autre forme, en faisant le choix de la description qui vous convient le mieux dans vos attentes pour l'atelier d'aujourd'hui. Donc on vous demande est-ce que vous venez découvrir la classe inversée ou connaître comment transformer votre enseignement en mode classe inversée, ou bien comment améliorer votre cours qui est déjà en classe inversée. Alors, pour donner vos choix, je vais vous demander d'aller sur cette adresse-là, menti.com, sur votre laptop ou même sur votre cellulaire. On va vous demander un code, vous donnez ce code-là, et là, ça va vous ouvrir la possibilité de faire votre choix. Alors, je vous laisse faire cela, vous avez 5 minutes pour donner votre choix. Alors, voilà, les résultats de vos choix montrent qu'au fait, les 3 choix ont été pris de différentes façons. Là, découvrir la classe inversée, on a seulement 3. Améliorer le cours, on a aussi 3. La majorité, disons, connaître comment transformer mon cours, mon enseignement en mode classe inversée. C'est bon? Donc là, ça me guide pour aller rapidement avec cet objectif-là. L'atelier va vous permettre de pouvoir distinguer les différentes composantes de l'apprentissage multimodal mobile qui est basé sur la classe inversée. Et j'espère que vous serez capable de concevoir votre enseignement selon ce modèle-là. Donc c'est un objectif un peu ambitieux, mais on vous donnera les éléments de base pour que vous puissiez démarrer. Il va falloir aussi un peu plus de travail, mais là je reste à votre disposition. Mais avec cet atelier de 2 heures, on va faire le maximum pour vous introduire ces éléments-là et vous permettre de les maîtriser. Alors, je saisis cette occasion pour revenir un peu sur la façon avec laquelle vous avez fait votre choix. Vous avez utilisé Mentimeter, et je fais une petite parenthèse, c'est un des outils qui donne un peu de la force à ces méthodes d'apprentissage.
si je résume un peu ce qui s'est passé, on vous a posé une question. Et habituellement, si je devais avoir la réponse de chacun parmi vous, ça nous aurait pris peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour faire le tour de toute la classe. Là, avec cet outil-là, en 5 minutes, on a toutes les réponses, mais mieux encore, on a un bilan de réponses. C'est vraiment des outils très intéressants qui vous permettront, dans votre pratique, d'avoir de l'interaction avec la classe, de pouvoir orienter votre intervention de manière bien efficace. Alors, là, je reviens sur cette diapo pour vous indiquer que cette façon de faire, on peut la faire avec plusieurs outils. Moodle le permet aussi. Il y a Socrative, c'est aussi une application à logiciel. Paul Everywhere aussi. Kahoot qui est très utilisé, et on aime bien parce qu'il y a de l'animation et il y a des jeux là-dedans. Plickr, c'est une autre option qui n'a pas besoin de technologie du côté étudiant, c'est comme vous avez ici, là, c'est vraiment des feuilles qui vont être montrées par les étudiants, et puis l'enseignant avec sa tablette, il va scanner cela et avoir le résultat. Il y a Mentimeter qu'on a choisi, que je trouve très commode et très intéressant. On va voir plus tard pourquoi, qu'est-ce qu'il offre de plus. Puis il y a les outils Clickers qu'on a utilisés aussi beaucoup au niveau de l'ETS. C'est des petits tablettes, un peu des claviers miniatures qui vous permettent de choisir par les touches qu'il y en a votre choix, et puis l'enseignant de l'autre côté avec son laptop et une clé USB va connecter cela et sortir la résultat. Voilà. Donc c'était une parenthèse puisqu'on est dans la logique de l'intégration des TIC quelque part. Et puis dans ce mode AMM aussi, on aime bien s'appuyer sur de pareils outils. Donc là, le plan que je vous propose pour cette journée, alors la classe inversée, on va la définir, un petit regard pédagogique, et puis on va voir un peu plus en détail l'expérience de l'ETS dans l'AMM, puis voir comment on développe l'AMM, les différentes étapes, puis revenir un peu sur la conception, sur le développement et la mise en application. Voilà, en gros, le bilan que je vous propose pour cet atelier. On va aller en profondeur dans certains points, d'autres points, on va les parcourir assez rapidement. Ça va vous donner à la fin, je pense, une idée assez acceptable pour, j'espère, vous motiver et vous faire voir que c'est une approche qui est intéressante, qui est à la portée de l'enseignant, qui veut changer. C'est important qu'il soit motivé pour le faire. Puis on aura la possibilité plus loin ou plus tard de communiquer avec ceux et celles qui seraient intéressés d'aller plus loin. Alors, je vais revenir un peu sur l'historique de cette approche qui devient une mode ou en vogue. Et puis, dans la littérature, vous allez trouver qu'on se réfère souvent en 1990 aux travaux de Mazur qui s'appuyaient sur l'apprentissage actif. Vous allez trouver le nom de Bergman et Sams qui ont une expérience peut-être qui a initié un peu l'intérêt public un peu pour cette classe inversée. Vous allez trouver aussi Salman Khan qui a, à travers sa conférence TED, longuement appuyé l'utilisation des vidéos pour inverser les classes. Et aujourd'hui, vous allez trouver un réseau qui a été développé justement par Bergman, Flipped Learning Network, et puis même du point de vue terminologie, le flip pour lui, c'est Flexible Environment, Learning Culture, Intentional Content and Professional Indicator. Puis là, il va aller jusqu'à donner des certifications pour les Flipped Learning. Alors, la classe inversée, elle est définie justement, elle est présentée sous différentes formes, sous différentes visions, sous différents angles de vue. Je vais essayer d'en citer quelques-uns. Le plus classique, c'est l'apprenant. L'apprenant dans cette méthode-là, à la maison, doit prendre connaissance du contenu. Une fois en classe, les apprenants mettent en pratique leur connaissance. Une façon assez basique de décrire cela. À l'université de Sherbrooke, on décrit cela comme étant le modèle où
Les contenus des cours sont livrés au moyen de ressources consultables en ligne, le plus souvent des capsules vidéo. Et le temps en classe est exclusivement consacré à des projets d'équipe, à des échanges avec l'enseignant, entre les pairs, à des exercices pratiques et autres activités de collaboration. C'est une autre vision de cette approche-là. Marcel Lebrun le décrit comme un environnement dans lequel les acteurs changent de rôle. Les étudiants prennent la responsabilité de leur propre apprentissage sous la guidance du formateur qui n'est plus le maître à l'estrade, mais l'accompagnateur attentif. Une autre description, là je la reproduis dans cette expression anglaise. A pedagogical approach in which direct instruction moves from the group learning space to the individual learning space. And the resulting group space is transformed into dynamic, interactive learning environment where the educator guides students as they apply concepts and engage creatively in the subject matter. Voilà, donc c'est pour montrer que cette approche-là, on peut la regarder et la voir sous différents angles et évaluer et apprécier différents côtés de ce travail-là. Tout de suite, autant vous dire que cette approche-là, elle connaît pas mal de succès, mais pas mal de gens aussi ont embarqué là-dedans et ont vu des échecs. Des échecs parce qu'ils n'ont pas pris l'approche du bon côté, ils n'ont pas eu la patience de regarder les détails et d'ajuster leur approche et leur expérimentation. Alors, aussi on va trouver une multitude d'acronymes qui sont attachés à cette approche-là. On va trouver la classe inversée, Flipped Classroom, la classe renversée, le Flipped Inverted Class, Flipped Inverted Learning aussi, ou bien Teaching. Donc, la pédagogie inversée, l'apprentissage inversé, on parle d'enseignement hybride peut-être aussi, d'enseignement mixte, etc. Donc, encore des acronymes multiples pour décrire les différentes façons de voir cette approche-là. Je vais me permettre de revenir un peu à des origines plus anciennes de cette approche-là. Bon, si on vous demandait, ou si on se rappelait un peu de ce qu'on faisait dans classe avec certains enseignants ou avec certains professeurs ou même maîtres à l'école primaire, ben on nous demandait parfois lisez ce texte pour la prochaine fois. Et on me demandait réfléchissez à ce problème pour la prochaine fois toujours. Réunir des informations sur tel sujet ou tel problème. Faites une enquête sur telle situation. Et dans tout cela, en fait, on fait, sans le savoir, un peu la classe inversée avec les moyens classiques, sans vraiment mettre un cadre très formel et très ciblé. En fait, donc ça remonte à beaucoup plus tard que ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est devenu un modèle plus complet grâce à l'arrivée des technologies d'information et de communication. Et donc c'est un modèle c'est des modèles qui répondent à plusieurs préoccupations pédagogiques et profitent des nouvelles facilités du numérique. Alors, pour résumer un peu ou pour vous positionner sur le plan pédagogique ce qui se passe dans cette classe inversée, habituellement, si on se réfère à l'échelle de Bloom, en classe, on faisait ces différents éléments, connaître, comprendre, appliquer, analyser, pas tellement. Et à la maison, on demandait d'appliquer, de faire des exercices ou des analyses, d'évaluer, de créer. Ce qu'on fait avec la classe inversée, c'est justement inverser ces deux parties-là. Eh bien, on va réserver le travail à la maison pour découvrir le contenu, les connaissances, comprendre, appliquer un peu. Puis, en classe, on va travailler sur les niveaux élevés de la classe de Bloom, où c'est là où l'enseignant, son rôle est plus intéressant et plus important, et la collaboration et l'échange vont apporter un plus et vont aider l'apprenant à avancer dans ses apprentissages. Alors, je fais une petite pause, une petite synthèse de ce qu'on va voir, l'apprentissage multimodal mobile, pour un peu justifier aussi cette appellation qu'on a choisie. Le modèle sur lequel on a travaillé, c'est basé sur
un démarrage avec un PROSIT. PROSIT, ça veut dire que c'est une situation problème introductive qui contextualise et qui positionne le travail sous forme d'un problème de démarrage, donc une motivation, une contextualisation. Et puis à partir de là, l'étudiant va travailler en mode à distance, en quelque sorte, en asynchrone, où il fera un travail préparatif, un peu un travail formatif en quelque sorte, où il découvre le contenu, fait quelques exercices et quelques tests. Puis en classe, c'est les activités présentielles, application, discussion, synthèse, etc. Donc des éléments plus riches, mais ça sera en mode présentiel. Les particularités aussi de l'AMM, ça permet la personnalisation du parcours, notamment dans le travail asynchrone, parce que l'avantage de ce travail-là, on va le voir un peu, ça permet aussi de guider l'étudiant en fonction des réponses qu'il donnerait à de l'évaluation formative et de permettre à l'apprenant aussi d'apprendre à son rythme, c'est ça qui est très intéressant de plus. Puis on va aussi regarder fortement la dimension de rétroaction, feedback, qu'on essaiera de donner au bon moment, que ce soit dans l'évaluation formative, que ce soit dans l'évaluation en classe en utilisant un télémoteur dans le cas de l'expérience de classe. Alors, en plus de tout cela, il y a une composante, ce qu'on appelait TD+. C'est des vidéos qui sont réservées à des exercices et des applications traitées avec un petit groupe d'étudiants. Les étudiants aiment bien cela, donc on détaille un peu la solution, la réflexion, l'échange, et puis ils sont mis à la disposition des étudiants quand ils veulent les consulter. Voilà un peu un bilan de ce qu'on va voir. Maintenant, on va entrer un peu plus en détail sur cette approche-là. Alors, je vais vous inviter à regarder cette approche-là à travers une vidéo qui résume cela en une dizaine de minutes, qui résume les différentes étapes, vous allez la voir. Bonjour, monsieur. Vous êtes responsable du cours d'électronique et puis j'ai un petit problème au magasin de laboratoire électronique. Est-ce que vous pourriez m'aider? Oui, bien sûr, si ça touche le cours de circuit électronique, volontiers, on peut t'aider. J'ai en stock 3 boîtes de diodes, puis j'ai pas leurs caractéristiques. Donc, si vous pourriez m'aider un peu à l'identifier, sinon je peux rien faire avec. Ça tombe bien, on est pleinement dans le chapitre des diodes et on va confier cette tâche à nos étudiants qui vont pouvoir t'aider à identifier ces diodes. Mais est-ce que tu as une idée sur les caractéristiques qui t'intéressent pour les identifier? J'aimerais avoir la tension de seuil de dépassement, la résistance dynamique, la tension inverse, puis aussi la limite fréquentielle d'utilisation si c'est possible. Si par exemple on te fournit la caractéristique courant, tension de la diode, est-ce que ça répond à ton besoin? Ça serait très bien. J'aimerais aussi avoir les performances fréquentielles si c'est possible. Parfait. Donc on va confier à nos étudiants le défi de vous fournir ces caractéristiques et ils vont certainement faire le nécessaire pour t'aider à identifier ces diodes-là. Merci beaucoup. Je pense qu'il faudrait aider nos étudiants à faire ce travail et on va essayer un peu de leur donner quelques informations sur la diode. Comment tu pourrais définir facilement ou simplement une diode? Donc la diode, c'est une jonction PN et c'est un composant
qui va laisser passer le courant dans une seule direction ou bien dans un seul sens. Ben, si j'ai bien compris, une diode, on peut l'assimiler avec une rue à sens unique. Donc, il y a un courant qui circule dans un seul sens et pas dans le sens opposé. Ou bien un peu les portes tournantes qui sont au niveau du métro qui laissent passer les passagers dans un sens et pas dans l'autre. Mais cette diode, quelles sont les applications courantes de cette diode? Donc, les applications des diodes il y en a plusieurs applications, dépendamment du type de diode. Donc, il y a principalement 3 types de diodes qu'on va étudier dans ce cours. La diode à jonction, la diode Zener et puis la diode électroluminescente qu'on appelle le DEL ou bien le LED. Donc, si on regarde la jonction PN comme application, on peut penser au redresseur. Donc, si on a un signal qui est alternatif, on aimerait avoir un signal qui est continu. Donc, on peut prendre comme exemple les convertisseurs AC/DC dans les applications de iPod pour pouvoir charger les iPods ou bien les iPads. Vous avez cette configuration R2 égale 100 ohms. Quelle serait la valeur de V0? Vous avez une diode Zener de 6,8 et on vous donne la valeur de R2, c'est RL, comme tout à l'heure. Ça va être égal à combien, à votre avis, la tension de sortie? Combien? Et vous avez une diode Zener 6,8. Effectivement. Comment vous avez fait ce calcul? C'est que normalement, pour aller vite, pour rapidement identifier si la diode conduit ou bien non la diode de Zener, on va prendre la source, la résistance ici, elle est, on a la charge. Okay. Entre ces deux points-là, A et B, on va mettre la diode. Donc il faut qu'entre ces deux points, la tension soit supérieure à la tension de la diode, en supposant que le IZ min est égal à 0. Donc ce qu'on fait, on va calculer VAB, c'est-à-dire la tension entre ces deux points. Donc on utilise juste des diviseurs de tension. La tension VAB va être égale à VI multiplié par RL divisé par RL plus RI. Si cette tension-là est supérieure à VZ, la diode de Z va conduire. Donc c'est-à-dire on peut remplacer la diode par son équivalent. Si cette tension-là est inférieure, on est dans la zone de polarisation inverse. Donc la diode ne conduit pas, donc automatiquement là, la tension de sortie va être juste un diviseur de tension. Si on calcule avec cette formule, ça va me donner un condensateur de 30,9 microfarad. C'est le calcul numérique rigoureux. Alors pour vous dire, sur le montage réel que j'ai fait, on a utilisé 29 microfarad. C'est encore une autre remarque pour voir un peu la théorie et la pratique. Bon, la belle théorie, elle nous donne cette valeur. 22 microfarad, c'est pas très loin, mais c'est différent. Et c'est différent, c'est pas parce que le calcul est faux, mais c'est parce qu'aussi le composant que l'on prend, il a une certaine précision. C'est écrit dessus 22 microfarad, mais peut-être il est plus grand, il est plus petit, et puis donc c'est. Et il y a différentes questions qu'on doit répondre. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va prendre peut-être une dizaine de minutes pour que, on va vous laisser le temps de répondre à ces questions. Et après, moi, je vais essayer de résoudre ces questions-là et on va voir comment vous avez fait, comment vous avez réagi avec vos solutions.
On va comparer vos solutions et voir les points où vous avez de la difficulté. Attention, c'est quoi la réponse 1 hein? Bon. Là, il y a 37% qui ne sont pas encore d'accord. Qu'est-ce qui arrive? La caractéristique de la diode n'a rien à voir avec... m'inquiète un petit peu parce que la diode ne fait rien. La diode n'a pas de rôle ici dans ce circuit-là. Ouais, de toutes les façons, le but de ces questions-là, c'est de discuter les points qui sont en suspens. Là, c'est bien qu'il y ait des gens qui répondent, qui ont un peu de petite confusion. Je suis certain qu'en répondant de manière interactive, ça va se fixer de manière beaucoup plus efficace que de faire du transmissif. Bon, donc la classe inversée, c'est une inversion rendue possible par la technologie sous la forme actuelle. Bon. Alors je vais vous proposer de vous poser un peu la question depuis quand on rêvait d'utiliser la technologie pour innover en éducation. Est-ce que vous avez une idée sur une date ou un point de repère à partir de quand on a commencé à rêver de cela? Eh bien, je vais laisser chacun faire son choix. On va avoir recours encore à Mentimeter, donc revenir toujours à cette adresse menti.com et puis vous introduisez ce code-là. Puis là, on vous donne le choix. Donc 10 ans, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 100 ans. Et je vous invite à faire votre choix comme précédemment. Là, on va être plus rapide puisque vous êtes habitué avec Mentimeter à 2-3 minutes et puis voir la résultat. Voici vos résultats. Alors, donc là, il y en a 10 ans 7, 20 ans 10, 30 ans 15 quand même, puis 3 quand même qui sont allés très loin. 100. Eh bien, regardons un peu un petit repère que j'aime souvent montrer, donc pour répondre un peu où se situer sur le point ou un repère qui nous renvoie aux dates dans lesquelles on commençait à rêver que la technologie change aussi. Regardez ce portrait-là, ce tableau-là. Bien dans ce tableau, vous pouvez le commenter, on va ouvrir les commentaires à tout le monde, qu'est-ce que vous voyez là-dedans. Donc vous voyez les étudiants, les élèves, avec des écouteurs branchés par des câbles là-dessus. Puis on a l'enseignant, maintenant son rôle a changé, il va choisir les contenus, les mettre dans une machine miraculeuse, puis un des étudiants, il va, en tournant ici, ça s'appelle quoi? Qu'est-ce qu'il fait au fait, l'équivalent de cela? Tout simplement digitaliser ou numériser le contenu qui va être transmis par les écouteurs et l'installation d'écouteurs. C'est vraiment extraordinaire. C'est comment est-ce qu'on voyait dans le temps l'éducation en l'an 2000. Alors, ce qui est encore plus amusant, c'est à quelle date ça revient ce portrait-là? Eh bien, c'est un portrait ou c'est un tableau de Villemar qui revient à 1920. Donc pratiquement 100 ans pratiquement par rapport à nos retards. C'est extraordinaire et c'est une imagination très très forte de pouvoir prédire vers où on y va. Et on est pratiquement dans cette logique aujourd'hui. C'est pas nécessairement des câbles ici, c'est le Wi-Fi, c'est d'autres moyens d'Internet, de l'écran, etc. Mais c'est un peu la philosophie de transformer les écrits et puis de les transmettre individuellement aux enseignants par la technologie. Bien, alors, on a fait un petit parcours, on a essayé un peu d'avoir une petite idée sur l'historique, les repères. Je vais faire une petite
une petite pause en quelque sorte pour vous inviter à une autre activité et vous laisser un peu devenir des visionnaires pour voir où est-ce que s'en va l'éducation et l'enseignement dans l'avenir. On va vous inviter à un exercice de réflexion en équipe de 3 à 4 pour répondre aux questions suivantes. Quelle sera la grande tendance de l'enseignement? Ce n'est pas dans 100 ans ou dans 50 ans, c'est dans 5 ans déjà seulement. J'ai cité l'APP, la classe inversée, l'AD, etc. Donc c'est libre à vous de décrire cela comme vous voulez. Alors, pour le faire, on revient à notre menti.com, composez ce nombre-là, et là, vous allez voir la particularité ou bien l'avantage de cette application Menti, c'est en ce sens qu'elle vous permet de saisir du texte, donc de répondre à des questions ouvertes. Donc chaque équipe 3 à 4 va réfléchir, on va vous donner, disons, 10 minutes pour cet exercice-là. Vous consultez et puis vous donnez votre réflexion. Donc, on reviendra pour voir les réponses dans 10 minutes. Alors, on va revenir un peu maintenant, plus précisément aux étapes du cours en AMM, à l'ETS. Alors, la première des étapes, on avait dit, c'est le PROSIT, la motivation et la contextualisation par une situation de problème. L'étudiant démarre son cours, le travail qu'il fait au préalable de chez lui, par le visionnement d'une situation problème, PROSIT, authentique, conçue et réalisée par l'équipe pédagogique en concordance avec le sujet du chapitre considéré. Donc là, vous avez vu dans la vidéo la problématique qui demande à aider Marlene dans sa situation, son problème des composants qu'elle n'avait pas identifiés. C'était le produit en question. Puis, après cette situation-là, l'étudiant est appelé à explorer des ressources de cours sous différentes formes contenant les éléments de base du cours et permettant de mieux saisir la problématique du PROSIT. Donc la problématique du PROSIT, c'était l'identification de la diode. Puis on a évoqué à travers cela les caractéristiques qu'on peut avoir dans une diode. Puis là, l'étudiant va aller voir dans les ressources un peu ces caractéristiques de diode et un peu la partie théorique du cours correspondant à cela, et aussi en même temps répondre à des quiz se rapportant à cette partie-là, et Moodle permettant à l'étudiant de s'auto-évaluer, à l'enseignant de s'assurer des acquis de l'étudiant. C'est de l'évaluation formative qui permet de progresser en assurance. Puis, après cette étape-là qui est faite à la maison, le retour en classe, le retour sur les points essentiels. Donc l'enseignant va revenir sur les points essentiels, de la rétroaction sur le travail formatif. Donc, ce qui est fait à la maison, on l'appelle TF, travail formatif. Puis il va revenir sur les applications, l'évaluation formative de groupe par les télévoteurs et la rétroaction immédiate. Alors là, cette étape-là, on va aussi la compléter par
des quiz en classe pour s'assurer que les étudiants ont bien appris cela et revenir même sur certains quiz qui sont donnés dans le travail informatique. De manière interactive, je vous ai dit qu'on utilise les clickers, puis par le tableau, on va corriger, on va voir, puis on a souvent un peu des réponses très mélangées, ça permet une rétroaction, une correction des réponses des étudiants. Alors, avec tout cela, j'ai évoqué un peu le TD+, c'est des séances de mini-classe avec la participation d'étudiants et d'enseignants sont produites sous forme vidéo. Le traitement d'exemples types met en évidence les questionnements que se posent les étudiants. Les réponses sont détaillées et commentées par les enseignants. Alors, TD+, donc des exercices résolus, des exercices types sont analysés et complétés sur vidéo. La démarche de résolution est détaillée en insistant sur les ressources à mobiliser, l'enchaînement des étapes de résolution. Certains circuits sont réalisés en montage réel. L'étudiant pourra comparer les résultats pratiques et théoriques. C'est des supports complémentaires que les étudiants aiment bien regarder. Alors, je vais rapidement pour un peu donner l'évaluation de cette expérience des différentes institutions. Au niveau de l'UQTR, cette approche, l'enseignant en question a remarqué une forte motivation des étudiants. L'apprentissage au rythme et au style d'étudiant est très apprécié par les étudiants. À l'ETS, 75% apprécient la contextualisation, 75% des questions avec télévoteur renforcent l'apprentissage, 30% estiment que le temps de travail préalable est excessif. Ça, c'était un point un peu négatif qu'on a corrigé dans les expériences suivantes. L'enseignant, approche prometteuse, développement de compétences, autonomie, résolution de problèmes, nécessité d'affiner le développement et de prolonger l'expérience. Ça, c'est un peu le bilan à la fin de cette première expérience qu'on a améliorée par la suite à la lumière de ces remarques. Alors, revenons maintenant pour essayer de décrire les étapes pour le développement d'un cours online. C'est une partie clé. Eh bien, dans tout ce que nous faisons pour le développement, moi je vais m'appuyer ou prendre un repère sur un modèle très intéressant pour moi, qui décrit un peu ce qu'on fait en technologie quand on commande des processus. Vous avez par exemple un processus de chauffage, de climatisation. Là, vous avez des éléments d'action, donc des moteurs, des résistances et des éléments de chauffage. Et puis, vous avez un moyen d'observer la réalité de la sortie que vous ciblez, que vous contrôlez, et de ramener cette observation pour réfléchir et faire une discussion, et puis agir sur le processus de la meilleure façon, en tenant compte de l'objectif ou du désiré, et puis en tenant compte aussi de la réalité. Donc ça, c'est un schéma que vous allez trouver dans les techniques d'ingénieur fréquemment, et que j'aime bien appliquer aussi à l'apprentissage. Et ce qui se fait, donc, tout cet ensemble-là, c'est ce qu'on va appeler la régulation, dans le côté pédagogique. Et puis, l'observation, c'est un peu l'évaluation formative au cours de l'apprentissage. Et puis, à partir de là, donc la régulation, ça revient à comparer ce qu'on veut par rapport à ce qu'on mesure, puis à agir sur le processus qui est le processus d'enseignement, d'apprentissage, pour faire arriver la sortie ou l'objectif final le plus possible de l'objectif désiré au départ. Ça, c'est une philosophie générale que j'aime toujours reconduire. Puis, un deuxième élément que j'aime toujours aussi évoquer dans ce genre de projet ou de changement ou d'innovation en pédagogie, c'est travailler par équipe, avoir un collectif. Parce que, quelque part, le travail par équipe, ça vous permet aussi une validation et un partage de l'effort et des gains. Ça vous permet un peu justement de mesurer où est-ce que vous en êtes et à deux de comparer par rapport à ce que vous obtenez et à se répartir les tâches. Donc, c'est des consignes ou des regards d'ordre général pour le développement ou la transformation d'un cours en mode classe inversée. Alors, étape 1 dans ces modes de transformation de cours
en classe inversée ou en ANM, la conception. Alors la conception, on se réfère à nos bases pédagogiques connues. On veut cibler des compétences. Pour cela, on va développer des contenus et des méthodes d'atteindre ces compétences, de développer ces compétences, puis les aligner avec les évaluations préalables. C'est un alignement avec les objectifs, les méthodes et puis l'évaluation. Deuxième étape, il faut faire la distinction, ou déjà annoncer ce qu'on va faire hors de la classe, donc c'est le travail formatif ou préparatif, et puis ce qu'on va faire en classe. Donc, bien distinguer, bien classer les deux types d'activités qui vont se faire en dehors de la classe et en classe. Puis, comme on l'a vu un peu sur l'échelle de Bloom, là je décris cela différemment, c'est à la maison on va favoriser la découverte et l'exploration des connaissances déclaratives qui sont faciles à mettre sous forme de support PowerPoint ou du support vidéo, tout ce que vous voulez. Un peu des connaissances procédurales. Et puis, l'essai en classe, c'est un peu les connaissances procédurales et conditionnelles. C'est là où on va voir le rôle de l'enseignant accompagnateur très efficace. Alors, une des choses prioritaires à faire, c'est la première des choses à considérer réside dans le meilleur usage du temps passé en présence de vos élèves en classe. Commencez par imaginer, puis planifier ce à quoi le temps en classe doit ressembler. Puis demandez-vous maintenant que je ne donne plus de cours magistral, de quelle information les étudiants ont-ils besoin. Et c'est cela que vous pouvez mettre dans le travail avant la classe. La réflexion pour imaginer ce qu'on peut faire en classe, qui soit motivant, qui soit interactif, qui soit d'un niveau dans l'échelle de Bloom, sur l'échelle de Bloom, un niveau élevé. Puis à partir de là, on va trouver ce qu'on doit préparer à la maison pour permettre de faire ces activités. C'est un peu aussi le cheminement inversé de l'inversion. Alors, le conseil aussi, c'est d'opter pour la modularisation, pour le travail préparatif avant la classe. Donc, ce qu'on demande aux élèves, on va le mettre sous forme de module. Et donc, au départ, il va y avoir le PROSIT, le déclencheur, et après le module, un module qui comprend des ressources de l'évaluation. Ici, on a fait cette évaluation, on va permettre le passage au module 2, au module 3. Alors, rétroaction, justement, je reviens à mon schéma préféré, là, c'est un des éléments clés dans lequel la technologie, et par exemple la plateforme Moodle, est très intéressante à utiliser. L'idée, c'est de permettre alors le parcours de ces modules, et à la fin de chaque module, même en cours de module, il y a des questions de l'évaluation formative en quelque sorte. Puis en fonction de la réponse de l'étudiant, donc en fonction de ce qu'on obtient à la sortie en quelque sorte, on va le comparer intuitivement à ce qu'on désire, puis on va décider de l'action. Et c'est pour cela que Moodle vous permet justement d'orienter le parcours des étudiants. S'il a répondu convenablement à une série de questions, vous allez pouvoir peut-être lui permettre d'avancer plus loin. Si il n'a pas répondu correctement, vous allez peut-être l'orienter vers des formations ou des éléments complémentaires, ou même parfois l'obliger à revenir sur la partie qu'il a sautée. Donc c'est cette flexibilité de guider l'étudiant au moyen des possibilités et des flexibilités offertes par Moodle qui est très intéressante et qui permet un cheminement personnalisé. Alors, donc là, c'est au niveau de la conception, donc modularisation, évaluation, et puis cheminement, donc personnalisation du parcours en termes de conception. Puis on arrive au développement. Alors, pour le développement, je vais
faire une petite pause pour vous rappeler un outil précieux qu'on utilise aujourd'hui, sur lequel on avait dit, on a une personne assez connue qui a dit que je pense que le X est destiné à révolutionner notre système éducatif et que dans quelques années, son usage dépassera largement, si pas entièrement, celui des manuels. Je dirais qu'en considérant la façon avec laquelle ils sont écrits aujourd'hui, on obtient par l'utilisation de ces derniers une efficacité de 2%. L'éducation du futur, comme je la pressens, soutenue par les ressources de cet élément X, permettrait d'atteindre une efficacité de 100%. Donc, ce mystérieux X qui va faire passer l'efficacité de 2% à 100%, c'est quoi à votre avis? Je vous invite encore à revenir à notre fameuse outil de Mentimeter pour un peu essayer d'imaginer cet outil-là, c'est quoi. Alors, on va vous demander donc d'aller sur Menti et puis composer ce code-là au sujet de laquelle ces innovations, cette situation a été dite. Est-ce que, autrement dit, c'est quoi ces X-là? C'est le sujet d'Internet, de la vidéo, de l'ordinateur ou d'autres choses. Alors là, encore 5 minutes. Maintenant vous êtes habitué à Menti, vous pouvez y aller rapidement. Alors, voici la réponse relativement à cette question. Je pense que le cinéma est destiné à révolutionner notre système éducatif et que dans quelques années, son usage dépassera largement, si pas entièrement, celui des manuels. Je dirais que, en considérant la façon avec laquelle il s'applique aujourd'hui, on obtient par l'utilisation de ces derniers une efficacité de 2%. L'éducation du futur, comme je la pressens, soutenue par les ressources du cinéma, permettrait d'atteindre une efficacité de 100%. Alors, regardez à quel moment ça a été dit, par qui ça a été dit. Ça a été dit par Thomas Edison en 1922. Encore un siècle déjà, on rêvait d'un outil de visualisation qui allait changer, chambarder et améliorer notre système éducatif. Bon, évidemment, on n'est pas sorti de ces 2% beaucoup depuis, mais c'est pour vous dire que, en fin de compte, on a aujourd'hui un équivalent au cinéma et qui est la vidéo. Et c'est un peu la clé qui a propulsé un peu le développement de ces classes avancées. Parce que la vidéo offre un support visuel, interactif, qui apporte l'information qui est très intéressant. Et donc, dans le développement, c'est pour cela que je vous dis que dans le développement de vos cours, vous aurez besoin probablement de vidéos. Donc, tout de suite, je vous le donne, ce n'est pas indispensable. Mais souvent, on peut faire de belles choses, on peut gagner du temps et de la motivation par des vidéos bien développées. Alors, les règles, c'est des capsules de courte durée, de 5 minutes ou moins. On peut se filmer donnant un cours conventionnel, il y a des gens qui le font. On peut filmer le prosit, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut se filmer en mode d'échange et discussion, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, au lieu que ce soit un texte qui est lu ou bien qui est visualisé sous forme de texte tapé, on peut provoquer ou présenter le cours sous forme de discussion entre deux personnes, deux enseignants, un enseignant et un élève, avec des illustrations, donc donner de la vie, une vie à ce support-là. Ou bien utiliser des vidéos disponibles, il y en a plusieurs ressources. Entre autres, je vous dis, Khan Academy a développé pratiquement 4000 vidéos sur tous les champs éducatifs les plus répandus. Ils sont ouverts à tout le monde pour développer des applications. Vous avez FET qui a développé 557 millions de simulations. Donc simulation, c'est très intéressant pour les travaux pratiques justement, pour la physique, la biologie et autres, qui montrent les processus dynamiques, le changement, la rotation, etc. Puis vous pouvez aussi utiliser en vidéo la PowerPoint que vous commentez
directement et que vous filmez, les étudiants en général sont plus à l'aise en écoutant qu'en lisant, de façon qu'en lisant les choses. Alors, donc la préparation et environnement, donc vous allez, en termes de préparation pour cette approche-là, préparer des vidéos, peut-être préparer des PowerPoint, des images, des diagrammes, etc. Et là, la compilation, ça vous demande une plateforme. Donc, souvent, c'est les plus proches, c'est Moodle, et il y en a d'autres qui apparaissent aussi, qui permettent aussi de l'évaluation et de la diffusion de support. L'implantation, c'est une étape aussi qui demande de certaines compétences pour la faire, donc placer les choses sur Moodle, développer les questions, l'interaction, etc. La personnalisation du parcours, comme on l'a dit tout à l'heure. Puis, toujours une étape assez intéressante de valider ce qu'on présente aux élèves, c'est de tester ce qu'on a fait, ce qu'on a mis au point avec un ou deux apprenants pour voir si ça marche ou est-ce que ça coince, pour pouvoir livrer quelque chose qui est au point et qui se développe et qui avance sans grand problème. Alors, personnaliser le parcours par l'activité leçon sur Moodle, ça c'est encore une autre information que je cite. L'outil ou l'activité que j'utilise et que je recommande, c'est l'activité leçon qui permet justement de faire des parties successives où on met du contenu et de l'évaluation. Contenu, évaluation, contenu, avec un enchaînement, avec un passage conditionnel d'une étape à une autre. Donc, vous pouvez revoir l'activité leçon, elle est très intéressante. Beaucoup de gens ne l'utilisent pas, ils ne savent pas l'utiliser, mais je vous recommande, c'est un peu la base de ce que nous faisons dans le travail préparatif. Alors là, je la montre ici. Quand vous allez choisir les activités, vous allez trouver la leçon et un descriptif là-dessus qui vous permet donc de l'utiliser convenablement. Personnaliser le parcours, donc alors quand on l'ouvre, donc vous allez voir, hein, donc on vous demande, vous avez le choix, importer des questions, ou ajouter un groupe, ou ajouter une page de contenu, ajouter des pièges de questions. Donc vous avez à chaque fois, à chaque étape, le choix d'ajouter une des choses. Donc c'est à vous, selon votre organisation, de placer une partie de contenu, suivie par une partie d'évaluation, suivie par une partie de contenu, etc. Donc d'organiser cela selon votre conception initiale. Donc vous voyez en titre d'exemple, là j'ai placé du contenu, puis juste après c'est des QCM, puis ça peut continuer plus loin que ça. Mise en application alors de tout ce qu'on a préparé maintenant. Une remarque très importante, avant d'instaurer une nouvelle mentalité, il faut aussi en défaire une vieille. C'est une citation assez connue, c'est une citation d'un ancien joueur du Canadien. Puis la classe inversée, c'est un changement de culture, une perturbation des zones de confort habituelles. Et ceux qui commencent cela avec les étudiants qui ne l'ont pas vu vont rencontrer probablement de la résistance. Donc je vous invite à discuter avec vos étudiants, à les sensibiliser sur toutes les étapes, à leur faire comprendre qu'ils vont peut-être investir du temps avant d'arriver en classe, mais ce temps-là, ils vont le gagner dans la révision par rapport à la révision classique, puis dans leur apprentissage et leur maîtrise des connaissances. Puis donc être en mode interactif aussi pour les accompagner, surtout sur la première expérience, pour qu'ils ne décrochent pas. Puis on a inventé même des démarches de mobilisation, d'encouragement. On est allé même jusqu'à leur donner des points quand ils font ce travail-là, des points qui ne sont pas importants pour la moyenne totale, mais c'est stimulant. Ils savent que s'ils font ce parcours-là, ils ont à la fin de la session le cumul d'un certain nombre de points qui leur garantit déjà une partie de la note qu'ils cherchent un peu. Voilà, donc ça on l'a déjà vu.
Je reviens un peu sur le déroulement de la séance en classe. Moi, je voudrais insister sur un certain nombre de points, s'assurer de ce qui est fait hors de la classe. Quand on arrive en classe en premier lieu, c'est revenir sur ce qu'on a demandé, ce qu'on fait hors de la classe, poser des questions, apporter des compléments d'information, corriger certaines erreurs quand on voit, parce qu'on a accès aux réponses qui ont été choisies par les étudiants. Et là où vous voyez un problème, revenez là-dessus. Vérifier et consolider les acquis au début de la séance de classe. Un autre élément, synthèse à la fin de la séance de classe, c'est très important. Marquer l'essentiel à retenir dans un cours, puis revenir sur une évaluation sommative à la fin de la classe. C'est très important et très intéressant parce que, donc là on utilisait des cliqueurs, mais dans cette étape-là, à la fin d'une séance de classe, on pense avoir tout fait à la perfection, on pense que les étudiants ont tout compris, tout saisi, et souvent on a des surprises. Et c'est le bon moment de corriger et de donner la rétroaction juste à temps. Et cette rétroaction, elle est très efficace, elle est vite captée par les étudiants, elle est très intéressante. Voilà, donc ça c'est un peu un autre résumé de la méthode, donc contextualisation, travail formatif, le mode à distance, le mode présentiel, les clickers, évaluation, rémédiation, laboratoire à distance pour certains cours avec travaux pratiques. Alors en conclusion, la technologie promet beaucoup, mais elle évolue rapidement. Il faut remettre sa pendule à l'heure. Il y a des choses qui changent rapidement, mais pas d'acharnement. Il ne faut pas courir nécessairement sur tout ce qui est nouveau. Les faits technologiques apportent parfois des changements qui ne sont pas indispensables, qui demandent de l'effort inutilement. Donc, gardez le cap bien orienté sur vos besoins et vos objectifs et prenez ce qui est intéressant et ce qui est efficace là-dedans. Et puis, il faut toujours se rappeler que, comme l'indique ce petit dessin, que tu avais raison, il a bien des élèves derrière. Beau la technologie, les approches, les modèles, mais n'oubliez pas qu'il y a des étudiants, des élèves. Ils ont la dimension affective, la dimension sociale. Il faut en tenir compte fortement. Mais on arrive avec la technologie à apporter un plus qui n'est pas négligeable. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience en quelque sorte. J'espère vous avoir apporté des informations utiles et intéressantes. Évidemment, le débat est ouvert pour le peu de temps qui nous reste, mais je pense que le temps que vous avez investi pour cette séance, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait une continuité. Donc je vous invite à prendre votre courage à deux mains pour faire un premier essai. Je suis à votre disposition pour vous soutenir sans limite, sans contrainte. Vous pouvez me joindre à tout moment. Il y a énormément de ressources auxquelles vous pouvez vous référer, mais je pense que je peux vous aider énormément. Et puis, pensez à la remarque que je vous ai donnée, travaillez en équipe. Vous allez gagner énormément. Puis la dernière remarque que je dis, cette approche-là et cette méthode-là vous demandera d'investir du temps. Si vous allez le faire à 2 ou à 3, vous allez répartir les charges, vous allez gagner le bilan de tout cela. Ce qui est encore plus important, une fois que vous l'avez fait, par la suite pour le réutiliser, c'est une affaire de clic. Vous avez tout qui est préparé et là ça vous permet de faire des cours et d'enrichir un peu ce que vous avez fait continuellement et de créer vraiment une différence et d'aller dans l'efficacité de l'apprentissage. Alors je vous donne aussi quelques références pour aller voir beaucoup de documentation là-dessus. Donc je laisse ça à votre disposition pour compléter un peu ce qu'on a fait.